Salut, chers compatriotes. En vérité, je suis vraiment sous choc. Je suis sous choc et je sais que ça va vous choquer, vous qui n'avez pas eu encore la chance d'écouter Madame So Moussa Yoruba d'Espace FM dans l'émission Les Grandes Gueules du mercredi 13 octobre 2021, où elle raconte l'histoire d'une fille qui a subi l'injustice, qui a failli perdre sa vie, qui a subi des cas de viol par des médecins. Et au-delà, on pousse à la fille de faire des opérations parce que le premier a eu à enchanter la fille. Suite à ce viol, on amène la fille à des opérations. Imaginez 5 opérations en seulement 2 mois, 17 jours. Incroyable. Vous allez écouter cette histoire. Vous serez choqués. Et je pense que les autorités doivent tout faire pour mettre main sur le deuxième médecin qui s'est enfui actuellement, par la complicité aussi de certains policiers, parce qu'il faut le dire, il doit sortir. Et tous les complices doivent sortir. Parce qu'ils ont ruiné la vie de cette fille, qui était venue tout simplement pour trouver une solution. C'est le premier médecin qui est dans une clinique, dans des quartiers. Méfiez-vous, vous mes soeurs, vous les mamans, méfiez-vous de certains médecins. Il y a des gens, ils ont perdu leur tête. Il y a des gens, c'est des vrais criminels. Sinon, comment est-ce qu'une patiente peut venir chez toi? Hein? Tout ce que toi tu as à faire, c'est de l'injecter, lui donner une injection, ou non, faire boire la personne des choses qui peuvent la faire endormir. Parce que c'est ce que l'autre a fait, l'imbécile qui a causé ces dégâts-là. Le premier. La fille s'est endormie. Vous allez écouter l'histoire. Il abuse d'elle. Et après, comme par coïncidence, elle est tombée en état de famille. Elle revient chez ce médecin pour l'en parler. Et c'est un autre cas. Demander d'avorter, patati patata, et il oriente encore la fille là dans une autre clinique. C'est l'un de ses amis. Ce second aussi imbécile abuse sur la même fille en l'endormant. Parce que des fois, vous savez, vous pouvez partir dans des cliniques, ils peuvent vous donner soit des injections, ou ils peuvent vous donner des médicaments, ou vous faire boire des choses. Vous pensez que vous êtes là, c'est pour votre santé, vous êtes là pour une solution. D'un seul coup, vous n'êtes plus consciente. Vous pouvez perdre conscience ou vous endormir là-bas. À partir du moment où l'être humain dort, surtout sur les méfaits des médicaments ou sur les méfaits d'une piqûre ou sur les méfaits des boissons. Mais c'est fini. Tu peux faire de la personne tout ce que tu veux. C'est pourquoi, vous mes soeurs, vous les mamans, pardon, ne partez pas sur les médecins comme ça. Partez avec vos hommes, si vous êtes mariés. Partez avec vos parents, s'il s'agit en tout cas de certaines situations. Mais ne partez pas seul. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont ni peur, ils n'ont ni honte. C'est des vrais criminels, c'est des assassins. C'est pourquoi on devrait instaurer une loi pour castrer tous les hommes qui sont sur ce chemin ou qui sont dans cet esprit de viol. On a toujours dit ça. On a toujours dit ça. C'est triste, c'est révoltant. Je suis Samo. On doit respecter la femme. On doit respecter la dignité de la femme. Parce que ce sont elles qui mettent les enfants au monde, qui deviennent médecins même, qui deviennent présidents, qui deviennent militaires, qui deviennent menuisiers, qui deviennent aventuriers, qui deviennent tout. C'est pour vous dire qu'elles sont la source dans ce monde-là. Nous les devons du respect. Et tout homme qui joue à cela doit être castré. Surtout si c'est en abusant sur les sœurs. Au-delà des médecins, même ceux qui se disent guérisseurs, vous devez vous méfier. Rappelez-vous ce jeune qui avait été arrêté en Guinée, qui a pu abuser sur 100 femmes, 100, je dis bien, 1, 2, 3, jusqu'à 100 femmes.
qu'il a abusé sur toutes ces femmes-là? Qui sait si ce monsieur n'a pas contaminé toutes ces femmes-là et qui ont des maris ou qui ont des partenaires dans des quartiers qui peuvent propager des maladies banalement comme ça? Faites beaucoup attention, mes sœurs. Vous êtes la source de ce monde. Par conséquent, vous ne devez pas rentrer dans toutes les choses. Faites beaucoup attention. Parce que il y a des hommes satans criminels sur cette terre. Mais incroyable. Cette histoire, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous allez suivre et comprendre la suite. Encore une fois, merci Madame So Moussa Yeroba, ma grande. Franchement, ne laissez pas ce dossier. Le deuxième médecin qui s'est caché là, il doit sortir. Et les autres médecins, vous devez assainir vos rangs. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de ternir l'image de tous les médecins de la Guinée. Et pourtant, ils ne sont pas tous pareils. Il y a des bons parmi vous. Je le sais bien. Je le sais bien. Alors, je vous prie, écoutez bien Madame So Moussaïo. Incroyable. Voilà, on s'intéresse, Moussaïo, à ce sujet, évidemment, hein, on en parle ce matin. Abusée donc par les médecins, une jeune fille risque le pire. Elle risque le pire, Lamine. C'est une situation dramatique, incroyable, qu'on aurait pu imaginer. Abusée, oui, mais abusée par qui? C'est là la grosse question. Abusée par des médecins qu'elle est venue consulter parce qu'elle avait un malaise. Un malaise, elle a eu des maux de tête et puis elle a eu une impression de brûlure. Elle a eu l'impression que même quand elle boit de l'eau, que ça ne passe pas. Elle est partie du côté de... Elle habite du côté d'Anta. Elle s'est rendue dans... Vous savez, comme il y a des cliniques, comme on les appelle le plus souvent dans les quartiers. Oui. Elle s'y est rendue pour se faire consulter. Là où elle est partie, il y avait une longue file d'attente, beaucoup de personnes. Et il y a l'un des médecins qu'elle a trouvé, en tout cas l'une des personnes qui se fait passer pour médecin qu'elle a trouvé sur place, qui lui a dit... vu ton état, je pense que toi, tu devrais nous attendre. Il l'a conduite dans une salle pour lui dire d'attendre là-bas, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui viendraient la consulter. Ouais. Et il lui demande du coup si elle a pris le petit déjeuner. Elle lui dit non. Il lui apporte alors un jus parce que pour lui, il ne pouvait pas l'injecter ou lui faire des soins alors qu'elle n'a pas pris le petit déjeuner. Et vu qu'elle était dans cette chambre-là, il lui a donné un jus qu'elle a bu avant de lui faire une injection. Donc après cela, elle dit s'être rappelée d'avoir pris un jus et une injection. Après, elle ne s'est plus retrouvée, elle ne s'est plus contrôlée, elle s'est endormie. À son réveil, fort malheureusement, elle s'est retrouvée nue et elle a senti qu'elle a eu, sa partie intime a été touchée, elle a senti qu'elle a eu une pénétration. Elle dit au médecin, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, non, mais je t'ai rien fait. Il dit, mais si, je sens que quelque chose s'est passé. Alors, désemparée pratiquement, elle se lève du coup, elle retourne chez elle. Elle retourne chez elle dans l'espoir d'oublier ce qui s'est passé. Parce que quand on ne connaît pas ce qu'il faut faire, la procédure à suivre en pareille circonstance, quelquefois quand des situations comme ça, il y en a qui sont gênés, qui ont honte d'en parler. Ouais. Et donc, elle est rentrée chez elle dans l'espoir que les choses pourraient aller pour le mieux. Malheureusement, vous savez, il y a des femmes qui savent exactement à chaque période du mois quand est-ce qu'elles peuvent avoir leur menstru. Malheureusement, cette fois, cette période, pour elles, c'est les 21-22 de chaque mois. Ouais. En tout cas, pas dans l'intervalle 21-22-23. Cette période arrive, elle n'a pas ses menstrues. Elle revient à l'hôpital, à la clinique où elle s'est faite consulter et droguer. Elle dit, je t'avais dit que tu m'as touché. Je n'ai pas eu mes règles. Le monsieur lui dit, non, je t'ai dit que je ne t'ai pas touché. Alors, attends, on va faire un test. Vous savez, quand la grossesse, elle est encore précoce, je veux dire 2 semaines, parfois tu peux faire un test sans que les 2 lignes rouges ne puissent clairement apparaître. Oui. Ouais. Moïse en sait quelque chose, il est père de 2 enfants. Ouais. Et donc, le médecin lui fait faire le test. Il est négatif parce que la grossesse n'est pas suffisamment mature pour apparaître. Ouais. Le même Et médecin? donc, le même médecin, elle retourne à la maison et ça continue, ça perdure. Elle ne voit pas ses règles, elle revient. Quand elle est revenue cette fois-ci, ils ont fait le test, les 2 lignes rouges sont sorties. Il s'est avéré donc qu'elle était enceinte. Ouais. Elle lui a dit, je t'avais dit que tu as abusé de moi. Et maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire à ma famille? Ouais. Je ne peux pas garder cet enfant parce que je ne peux pas. Mon père, il a tout.
En fait, c'est une histoire, c'est une famille pauvre, un monsieur qui a tout fait pour sa fille, parce que les deux parents ne vivent pas ensemble. Le monsieur, c'est un pauvre homme, un soudeur, et la fille, elle a fait une école professionnelle, genre secrétariat, et en même temps, son papa a trouvé une machine pour elle, pour travailler, une machine à coudre pour travailler à la maison. Ouais. Elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne sait pas comment dire cela à ses parents, donc il fallait qu'il la remette telle qu'elle était quand elle est venue le consulter. Et donc, il y a eu une première tentative d'avortement. Il a d'abord essayé de la convaincre de garder le bébé, qu'il l'enverrait chez ses parents. Il va la garder là-bas le temps qu'elle accouche. Après lui, il va prendre soin du bébé. Il dit, mais tu te prends pour qui? Une grossesse, quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas où je l'ai ramassé. Je vais dire quoi à mes parents? Ouais. Je peux disparaître comme ça de ma famille et pendant 9 mois pour leur dire quoi? Je vais où? Et donc, il y a une première tentative d'avortement qui n'a pas marché. Il prend la fille, il l'envoie chez un de ses amis, malheureusement du côté de Bambeto, une autre clinique telle qu'il en existe dans les quartiers. Ce monsieur-là, je ne sais pas comment il a fait, lui aussi il va pour faire l'échographie, juste pour une question d'échographie. Il réussit à endormir la fille et à la violer à son tour. Extraordinaire. Une deuxième fois. Et donc, elle se réveille. Le monsieur lui dit, elle commence à faire un scandale. Le monsieur lui dit, calme-toi, si tu veux qu'on l'aide. L'échographie a montré que tu as un kyste dans ton ventre. Et si on ne t'opère pas, le kyste va exploser dans ton ventre. Ouais. Les médecins qui m'écoutent peuvent peut-être témoigner. Je ne sais pas comment un kyste peut exploser dans un ventre. Ouais. Alors, elle est traumatisée, désemparée, elle ne sait pas à quel sein se vouer. Finalement, ils font appel à un troisième médecin. Ils se donnent rendez-vous dans la première clinique où elle a été violée du côté d'Anta pour procéder à une intervention, selon eux, pour enlever le kyste, finalement. Alors, elle vient là-bas, au moment où ils l'ont endormie, ils font appel à sa grand-mère, sa pauvre grand-mère qui marche avec une béquille. C'est juste incroyable. La pauvre femme, quand vous la trouvez assise, c'est elle qui s'occupe, elle et son père, et le père de la fille qui s'occupe de la fille à l'hôpital. Ils disent à la femme, votre fille a un kyste dans son ventre, si on ne l'opère pas, elle va mourir. Vous devez envoyer 1 million, venir avec 1,5 million. C'est des gens qui ont fait ça, qui réclament 1,5 million à une pauvre vieille qui était infirmière, qui est maintenant à la retraite, qui est à la maison, qui s'occupe de sa petite fille. Et donc, la vieille, elle s'endette, elle trouve 1 million. Elle vient, elle leur donne ça, elle dit, bon, faites avec ça, parce que moi, le plus important aujourd'hui, c'est que ma petite fille ne succombe pas. Et donc, ils font l'intervention, mais la façon dont ils feront cette intervention, c'est à l'ancienne, même à l'ancienne, la façon dont on faisait les interventions chirurgicales pour les femmes césarisées, c'est pire. En fait, ils vont déchirer son ventre de bout en bout, en fait, de gauche à droite. C'est incroyable. Donc, elle va se réveiller comme ça. Ils ont déchiré son ventre. Ils ont sorti, peut-être, je ne sais pas si ce sont juste qu'ils ont touché, parce que une grossesse qui est encore jeune comme ça, vous ne pouvez pas sortir grand-chose dedans. L'avortement qu'ils ont tenté de faire à plusieurs reprises n'a pas réussi. Il se trouve qu'ils ont perforé des parties vraiment vitales dans son ventre avant de faire cette intervention-là. Quand ils ont fait l'intervention, elle s'est réveillée. Pour l'instant, ça allait. Et donc, la grand-mère était contente. Elle se disait que sa fille s'en est sortie. Au lieu d'attendre, prendre le temps de voir comment son état s'avance, comment son état s'améliore, ils l'ont ramenée à la maison. Elle s'est retournée à la maison. Malheureusement, elle n'était pas à l'aise. Ses pieds ont commencé à enfler. Et les selles ont commencé à sortir par la partie qu'ils ont déchirée. Elle a fait une fistule obstétricale. Parce qu'ils ont perforé beaucoup les parties, le rectum, un peu partout. Son vagin, ils l'ont détruit carrément. Ouais. En sortant ce qu'ils ont prétendu être un kyste, son utérus, certainement, qu'ils ont montré à sa vie, parce qu'il fallait montrer quelque chose à la famille. Les selles ont commencé à sortir. Alors, son papa est venu. C'est là qu'il a compris. Sa fille lui a finalement expliqué que c'est ce qu'ils lui ont fait. Alors, lui, il est entré dans tous ces états. Ils sont partis. Il fallait ramener la fille pour réparer ce qu'ils ont fait. Ils l'ont amené dans une autre clinique, du côté cette fois-ci de Dabompa, chez un autre médecin tradit praticien, parce qu'il va demander coque et argent pour faire un sacrifice selon lui, pour qu'après l'intervention, la fille puisse s'en sortir. Dans cette autre clinique, elle va être opérée 3 fois
en plus de la première intervention qu'elle a subie, pour soi-disant réparer les dégâts déjà causés. Mais ça n'arrangera pas la fille parce que elle était entre la vie et la mort. Les pieds enflés, le ventre complètement déchiqueté et les urines, les selles continuent à sortir par son ventre. C'est une autre dame qui travaille du côté de Ignace Dine, qui est collègue à ces jeunes, qui est venue la voir et il leur a dit finalement, vous ne pouvez pas continuer à la garder ici, il faut qu'on l'amène du côté dans un CHU. Et ils l'ont ainsi conduite à Ignace Dine, sans dire officiellement aux gens qui sont habilités à le faire, qui ont les capacités de le faire, de s'occuper de la fille. Donc il a fallu beaucoup de mouvements. Et moi, j'ai été interpellée par Rabi, notre collègue, qui avait déjà appelé Jen aussi, une femme d'une autre organisation, Mon Enfant Ma Vie. Et donc, la belle-sœur de Rabi, qui connaît la fille, qui connaît la famille, est venue. C'est quand elle est venue, elle a commencé à en parler, à faire un scandale, que les vrais médecins, notamment le professeur Taran, qui est au service de chirurgie, s'est rendu compte qu'il y avait une femme dans un tel état, une fille dans un tel état dans leur hôpital. C'est ainsi qu'on a procédé à la 5e intervention pour essayer de réparer la fille. 5e intervention en l'espace, je parlais avec le papa de ce matin, en l'espace de 2 mois, 17 jours. 5 interventions chirurgicales. Mais il faut voir l'état de la fille, son ventre. C'est alors, en ce moment, quand on a été interpellé, je n'ai pas voulu montrer ma tête sur les lieux parce que le plus souvent, les gens, quand ils nous voient, ils peuvent se cacher et tout parce qu'il fallait enclencher une procédure judiciaire. Alors, en synergie d'action avec Jen est partie accompagner le papa à la BSPPV, qui a fait un travail remarquable, il faut le dire, la brigade chargée des personnes vulnérables du côté de la Bellevue. Ils ont été interpellés et ils se sont mis à pied d'œuvre aussitôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme s'est rendue compte que les organisations ont pris en main le dossier, la femme qui a conseillé les jeunes de ramener la fille du côté de Ignace Dine, il leur a dit de faire attention parce que la fille est désormais suivie, il risque d'être poursuivi par la justice. Et donc, ils sont venus une fois, après ils ont commencé à se cacher. Parce que quand la plainte a été déposée, on a parlé avec notamment l'adjudant-chef Ansoumane Kamara, du côté de la BSPPV, qui a suivi le dossier, et le commandant Sékou II, qui est le responsable de cette brigade-là. On les a appelés, ils ont mis des sentinelles. Ils ont dit de les interpeller quand les jeunes seraient au niveau de l'hôpital. Et finalement, ils ont envoyé l'un de leurs grands frères, qui est policier, un commandant de police, pour venir voir ce qu'il en est. En échangeant, on leur a dit, mais si eux, ils se cachent, la personne qui vient à leur nom, essayez de l'interpeller, il pourra certainement vous aider. Et le premier jour, il est venu, il a proposé de l'argent au papa. Le monsieur a dit non, moi je ne peux pas prendre d'argent comme ça parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. D'abord, à la clinique d'Anta, ils avaient déjà payé de l'argent. La vieille a payé 1 million. Au niveau du médecin tradit praticien, on a proposé 8 millions, mais c'est les jeunes finalement qui ont payé 3 millions. Et à Ignace Dine, il a fallu à peu près 4 millions pour faire cette 5e intervention. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa est parti finalement informer le chef secteur du côté d'Anta, de là où il vit. Il a informé pour ce qui s'est passé. Ce monsieur a convoqué ces jeunes médecins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas venus. Ils ont fait venir leur grand frère commandant de police et un jeune stagiaire qu'ils ont appelé, qui ne sait pas ce qui se passe. Ils lui ont dit, va nous représenter là-bas, essaie de voir ce qui se passe. Parce que déjà, ils sentaient que vraiment c'était compliqué cette histoire qu'ils ont provoquée. Et donc, il y avait le guet-apens qui était déjà lancé là-bas. Jen était sur le terrain. On a appelé donc les gens de la BSPPV pour dire, venez, ils sont sur place. On a réussi à arrêter le commandant de police et le jeune stagiaire qui était sur place. Bon, conduit à la BSPPV, on lui a dit, toi, agent de police, tu es un homme en uniforme, tu ne peux pas collaborer avec des criminels. Soit tu les fais venir, ou bien nous te gardons ici. Donc c'est ainsi que la filature a commencé. De tractation en tractation, on a réussi à mettre main sur le premier violeur, médecin, qui est venu. Incroyable. On a réussi également, lui il a passé un coup de fil pour dire à son collègue qui était qui travaillait du côté de Donka, qui est venu faire la première intervention à Anta. Il a réussi à appeler ce dernier. En alerte, les agents ont réussi à être sur le terrain et à l'arrêter lui aussi. Mais aussi, ils ont réussi à interpeller le médecin et à Dabompa qui a fait les trois interventions qui ont suivi la première. Aujourd'hui, on en est où?
c'est le deuxième violeur, qui est présumé violeur, qui est encore en cavale. Il n'a pas été arrêté. On a décidé au départ, il y a longtemps, on a été saisi, je crois, il y a un peu plus de 2 semaines, mais on n'a pas voulu communiquer là-dessus parce que l'important, c'était pas de communiquer sur un cas de viol. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de pression. Évidemment. Des gens qui sont venus pour avoir la primeur de l'information. Je pense qu'à un moment donné, dans notre métier aussi, il faut mettre en avant la vie des gens. Parce que si on en avait parlé dès le départ, peut-être qu'on n'aurait pas pu arrêter toutes ces personnes-là. Mais on a travaillé en synergie avec la BSPPV qu'il faut saluer pour son... vraiment, ils ont été dynamiques, ils ont été alertes pour pouvoir arrêter toutes ces personnes-là. Et je pense qu'il est important que tous ceux qui savent quelque chose de ce dossier, qui savent l'itinéraire pris par ce monsieur, qui savent aujourd'hui que c'est des gens qui savent combien de femmes ils ont traitées en pareilles circonstances, combien de filles ils ont droguées pour les violer avant de faire ça. Aujourd'hui, le jeune, le premier présumé violeur est en train de dire que c'est sa copine. À supposer que ce soit sa copine, parce que c'est ce qu'il a dit à la gendarmerie. Est-ce qu'il devait faire tout ce qu'il a fait à la fille? Cette fille-là, aujourd'hui, Lamine, elle n'aura plus de vie de femme. Elle n'a plus de vie, évidemment, madame. Elle n'aura plus de vie de femme. Est-ce qu'elle a mérité juste... à cause de cela, de subir tout ce qu'elle a vu aujourd'hui? Elle a été complètement détruite et on nous apprend qu'elle a 50% de chance de s'en sortir. De s'en sortir. Même si elle s'en sortait, elle ne serait plus comme avant. C'est fini. Vous privez d'une personne de sa vie de femme. Elle ne pourra plus faire d'enfant parce que vous avez décidé de façon illégale. Il faut se pencher sur ces cliniques qui sont dans les quartiers. Je pense que l'ordre des médecins interpellés, le professeur Hassan qui n'est pas là, mais certainement qui va rentrer, qui est à Paris, il faudrait qu'il se penche sur cette situation. C'est la deuxième fois qu'on en parle. La dernière fois, c'était avec Moïse, vous vous rappelez? Ces médecins qui dévient complètement de leur profession. Ils entachent la crédibilité de tous ces grands médecins que nous avons dans le pays. Il est temps qu'on se penche sur cette question-là, qu'on puisse rendre justice pour des victimes qui subissent. Il y a plein de femmes qui viennent se faire consulter et qui se retrouvent violées. Mais les gens ne parlent pas. Aujourd'hui, la victime, elle est couchée, mais elle se demande, est-ce que c'est de sa faute? Aujourd'hui, sur son lit de malade, elle se dit, c'est moi, est-ce que c'est de ma faute? Bien il faut rassurer les gens. Allez, tant de questions, évidemment. Lamine, cette dernière chose que je voudrais dire, il ne faudrait pas qu'on se gêne de parler quand on a été violé, quand on a été abusé. Cette fille-là, en d'autres circonstances, là où le premier acte s'est passé, elle aurait pu créer un scandale. Un scandale, interpeller les gens, partir avec les éléments, le viol sur elle. Parce que le viol, c'est un peu des éléments crédibles pour constater le fait. Il ne faut pas se gêner de faire un scandale, même si les gens vont vous demander, vous pointer du doigt, pourquoi tu es rentré là-bas, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Il faut en parler, savoir que ce n'est pas une gêne, ce n'est pas vous qui l'avez cherché, c'est lui qui l'a fait, c'est lui le criminel. Évidemment. La honte doit changer de camp. Moussaï Rouba avec nous dans ce studio.